Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. Cette semaine, on parle de l'assemblage du moteur, un atelier de sablage, on refait l'intérieur de la portière, on rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Une nouvelle journée commence, mais cette fois-ci, c'est au garage de Alain Tremblay qui va nous expliquer l'assemblage du moteur. Là, aujourd'hui, on se prépare à commencer l'assemblage du moteur. La semaine passée, on a vu le balançage des pièces que j'avais préparé. Là, entre-temps, le crank est allé au machinage pour se faire préparer. Il a fallu qu'il ait tout regrindé les portées de rod, les portées de main, parce que le crank était endommagé un petit peu quand ça vieillit avec le millage du moteur. Et en même temps, je l'ai fait balancer. Ce qu'on disait l'autre jour, que j'avais fait balancer, j'ai balancé les pistons, puis ensuite les rods. Là, j'ai tout envoyé mes poids à la machine shop là-bas. Les autres, ils l'ont tout balancé un peu comme on expliquait quand on balance un pneu. Là, ce qu'ils ont fait, les autres, ils ont reparti des trous dedans pour enlever du poids, pour le mettre à la perfection. Parce qu'un moteur qui n'est pas balancé comme il faut, ça crée des vibrations internes qui vont endommager, souvent, ça peut endommager les bearings, ça peut créer des vibrations au niveau de un peu partout dans le moteur, de pompe à l'huile, ces choses-là. Fait que là, le crank est revenu hier. Fait que là, il restait à le déballer puis à préparer ça un peu. Puis là, on a mis notre petit plastique gauge que j'expliquais pour prendre nos mesures, de prendre la clairance, le jeu entre les bearings et qu'on a réinstallé le cap qui va par-dessus comme ça. Il y a l'autre partie, l'autre demi-partie s'en vient dedans. On va les visser dessus. On va les torquer comme ils sont supposés d'être. Puis là, on va écraser notre petit plastique qui est là. En l'écrasant, ça va nous donner une mesure qu'il va falloir aller chercher, qui est là-dessus. Selon comment est-ce qu'il va être écrasé, ça va nous donner la clairance qu'on a. Toutes des choses qu'on va vérifier au fur et à mesure de l'assemblage. Pour l'instant, là, c'est notre départ. On va installer le vilebrequin. Après ça, on va installer les caps. On va torquer ça. Après ça, on détorque tout pour aller voir notre mesure, si des normes que je veux avoir. Si tout est correct, après ça, on le renlève de dedans. On va lubrifier les parties pour que ça tourne à sec, là, le temps qu'on va faire le pré-assemblage. L'assemblage, au fur et à mesure qu'on va s'en aller avec les pistons, les rods, et ainsi de suite. Fait qu'on va repositionner nos choses à la bonne place. Mais quand on fait l'assemblage, c'est beaucoup plus long à faire l'assemblage parce qu'il y a beaucoup de mesurage à faire. Fait que ça, ce qu'on parle là, on peut prendre 1 heure pour l'installer, mais on leur demande, ça va nous prendre encore 1 heure pour le réinstaller. Fait que juste de mesure, de vérification, dire avant d'être prêt à assembler, on peut avoir presque une journée complète là, de mesurage. Là, Mais quand on est rendu à l'assemblage, là, c'est beaucoup de minutie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. Il faut prendre le temps de le faire, puis, parce que ça, si on fait une petite erreur, puis on met le moteur en marche, puis il y a un bearing qui grippe ou quelque chose de même, là, il faut recommencer, il faut tout redémancher, enlever ça de dedans. Puis, et ça, on ne veut pas que ça arrive. Fait que, en ne voulant pas que ça arrive, il faut prendre le temps qu'il faut pour faire notre assemblage là, de moteur. Christian Lajeunesse nous explique les petites modifications apportées au cadran de bord qui était mécanique et maintenant électronique et le décapage. Tableau de bord, c'est le tableau de bord original qu'on récupère. Il y a quelques petites réparations à faire dessus. Fait que là, il fallait commencer par le décaper, bien entendu. Suite à ça, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire pour les compteurs. Ça, c'est les nouveaux compteurs électroniques, si tu veux, qui ont été achetés pour mettre dans le tableau de bord. Dans le fond, c'est ce qui va remplacer là, l'ancien compteur à aiguille là, avec la bonne vieille chaîne de Speedo. Là. Puis suite à ça, le tableau de bord va être peinturé la couleur de l'intérieur, qui est rouge vif. Là. Il va y avoir un appliqué de cuir dessus, puis des plaques de stainless un peu décoratives. Là, comme le tour ici, le tour du cadran, là, on va en recevoir un neuf, là, il est chromé.
il va y avoir des appliqués chromés dans le tableau de bord. Donc, c'est pas mal ça qui a été fait là-dessus aujourd'hui. Là. On le prépare là, pour qu'il soit prêt en même temps que le body à peinturer. La modification, toujours de la modification. La pieuvre nous explique le plancher du coffre. Là, présentement, on est en train de finaliser le coffre. Autrement dit, on a figuré que pour mettre les exhausts à la place où on veut qu'ils soient, il fallait absolument enlever une partie du coffre qui faisait qu'on manquait beaucoup d'espace puis qu'on n'avait pas besoin. Puis dû au fait qu'aussi on relocalise la tank à gaz, bien, on était capable de faire une drop. C'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Là. Comment dit, le plancher d'origine est fait comme ça. Comme ça. Ça fait que le différentiel est ici. Quand tu arrives avec ton exhaust pour faire le tour, on piquait dans le plancher du coffre. Donc, ce qu'on fait présentement, on enlève le cassé qu'il y a là pour le passer droite comme ça. Ça fait que là, ça me fait une belle pente pour passer avec ma ligne d'exhaust. Puis étant donné que, comme je disais, la tank à gaz n'est plus là, bien, ça nous donne l'espace suffisant pour pas que ça cogne et que ça ait l'air d'une bebelle. Là, fait que ça, c'est un bout de plancher qu'on fait complètement à main parce que le reste du plancher est en très bonne condition. Donc, étant donné qu'on a changé beaucoup de morceaux sur le tour, on avait décidé de garder cette portion-là, sachant aussi qu'on allait ouvrir les fosselles de façon extravagante. On s'est dit, tiens, on va le faire à la main. Fait que là, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est pas sorcier. On se prend une feuille de tôle, et on se fait des gabarits, puis on met ça dessus. Puis après ça, on rembarque ça dans le coffre. Puis ensuite, ça foule les deux côtés. On va venir rejoindre nos fosselles ici dans le côté. Autrement dit, ça va dans le côté de la fosselle. On soude ça à grandeur. Puis ça fait quelque chose qui est bien solide, puis esthétiquement, qui est très beau aussi, parce que ça donne exactement le look d'origine. Tout en nous donnant l'espace que ça nous prend pour les lignes d'exhaust. Après plusieurs modifications apportées à la voiture, le réservoir à essence a dû être relocalisé dans le derrière de la voiture. Alain Tremblay nous parle de la pompe à gaz qui est ajoutée sur le réservoir et sa localisation. Là, on est en train de faire mesurer pour notre tank à gaz, parce qu'on a une pompe à gaz électrique à mettre là-dedans. Fait que là, ça, dans le fond, ça va être la superficie de la tank. Puis ça, c'est le modèle pour suivre le fond du coffre. Fait que ça va avoir 29 par 30. Là, mais il va y avoir une place, ça va être encastré là, dans la tank pour être capable de mettre notre pompe qui est là-bas, là, parce qu'on ne va avoir rien qui dépasse au-dessus de la tank. Parce que c'est une tank qu'on va faire en aluminium. Ça va être deux plaques d'aluminium. Après ça, les côtés vont suivre le dessin qu'il y a là. Après ça, il va y avoir une chose dedans, une coche pour encastrer nos tuyaux, puis le gauge à gaz aussi, parce qu'il faut prévoir une place pour mettre un gauge. Fait que pour ça, on va se faire à peu près 12 pouces de large sur le dessus de la tank qui va être 1,5 pouce plus bas. Pour ça, j'ai fait une petite coche là, ici, là, quelque part, là, ici. J'ai fait une coche pour me mesurer, pour me marquer avec une drop plus basse, pour être capable d'avoir assez d'espace pour mettre le gauge. Puis notre pompe à gaz, ça prend à peu près 1,5 pouce de hauteur. Ça fait que pour dropper parce qu'on veut rien qui dépasse, parce que la tank va se trouver être comme par l'intérieur du coffre, là, si on peut dire. Après ça, mais ça va être recouvert là, avec le bouchon en arrière aussi qui va être fité là, dans ce qui est le trou de la serrure en arrière. Là. On a un bouchon à angle qui va s'en aller dans ce coin-là. Là. Fait que là, on est dans les préparations de mesure parce qu'il faut la faire fabriquer. Ça, c'est pas une tank qui existe en nulle part. Fait que, vu qu'on suit le plancher, fait que là, c'est des mesures assez un peu spéciales. Bon, ça va donner environ, Marc l'a mesuré un peu tantôt, vite, là, ça donnait à peu près 80 litres là, de tank. Ce qui est à peu près, mettons, une tank d'un utilitaire sport, à peu près, ça joue là-dedans, à peu près 70. Nous autres, ça va peut-être un petit peu plus, mais là, vu qu'on ne sait pas la consommation du moteur exact, ça va avoir, en conduite normale, ça va peut-être à peu près 12 litres au 100, mais ça a un coût... si on l'accélère ou si on le pousse le moteur, ça dépend toujours de comment est-ce que mais ça peut monter jusqu'à 23 litres au 100 en accélération forte, mettons. Là. Mais ça dépend toujours du moteur, comment est-ce qu'il est. Mais à 650 forces, ça va prendre du jus pas mal. Ça va développer dans les alentours de ça, fait que ça prend quand même un bon système de fuel là, pour alimenter ça, là, pour pas qu'il en manque. Roch La Jeunesse nous explique comment se déroule le démontage des plaques de frein à main, avec un jeune qui était très pressé de les dîner. On est en train actuellement de démancher les back and plate. En anglais, je m'excuse, en français, c'est les supports de frein d'un arrière de Camaro.
pour installer sur le différentiel du 77. On enlève les bearings, les roulements, et puis on va récupérer ces pièces-là, ici, qui vont servir à retenir les disques pour freiner, pour le frein d'urgence du Chevrolet. Ça va bien. J'avais un bon mécanicien, mais là, ça fait 2 fois qu'il me parle de manger, il a l'air d'avoir faim. Il est en train de s'organiser pour dîner. De toute façon, c'est proche. C'est ça pour le moment, là. Après-midi, on va faire un dessin de la pièce qui retient le frein, le galipeur, pour faire machiner une pièce de métal pour visser notre support dessus. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le décapage. J'ai fait du buffer, puis j'ai soudé. J'ai soudé sur le coffre, puis j'ai buffé aussi sur le coffre. Puis le décapage, c'était sur le devant de la voiture, le dedans, c'est le tableau bord. Ça s'est bien allé. Ouais, ça s'est bien été. Ben, j'ai fait le décapant, pas mal de choses que j'ai fait à date. Là. Ben, j'ai enlevé ça qui est en... Fait, c'est dash, ça, je pense, qui est en dedans, puis j'ai mis là. Ben, tout va bien, on est arrivé d'avoir fini, je pense. Là. Pour cet après-midi, on va être correct. Hey, salut la gang, Martin Danjou, Festistrike.tv. Vraiment content de collaborer cette année pour une première saison en tant que partenaire officiel de Moteur de Persévérance. Et vous le savez, dans la vie, la persévérance, c'est payant. Alex Labbé, ici même, à Homestead, le premier Canadien à compléter une saison complète en NASCAR Xfinity. On ne sait jamais où la vie peut nous mener. Donc, la persévérance est de mise, la gang. Je compte sur vous autres pour nous présenter le plus beau projet de Moteur de Persévérance à la 50e édition du Salon Autosport de Québec du 3 au 5 mai prochain. On a le grand dévoilement. Alors, suivez-nous toute la saison pour ce merveilleux projet. Et la gang, là-dessus, faites du bruit! Yeah! Comme moi l'an passé, qui avait plusieurs ateliers au courant de l'année, les ateliers aident les jeunes à travailler avec des outils spécifiques pour faire des jobs à la perfection. Aujourd'hui, les jeunes ont le droit à un atelier de sablage avec Jean-Philippe Mathieu. C'est nous qui avons fourni aux étudiants un système de sablage sans poussière. Le système 1, 2, 3, 4 de Mirka est très simple. En fait, sa popularité, c'est tout simplement, justement, parce que c'est simple. Dans le cas suivant là, on va faire une petite démonstration avec une bosse sur une porte. On va sabler le fond de la porte pour pouvoir appliquer notre polyester avec un numéro 1. Le numéro 1, il va me créer des petites graphings un peu partout. Avec une couche guide, on va appliquer une petite poudre noire pour aller coincer ça dans les graphings pour savoir où sont nos graphings. Avec le numéro 2, on va tout simplement le passer puis vous allez voir qu'automatiquement, les graphings du 1 s'enlèvent rapidement sans avoir besoin d'un autre grit, soit plus doux ou plus rough. Et on va s'en aller comme ça jusqu'au numéro 4, qui est en fait le dernier grit avant d'appliquer un scellant sur des pièces neuves dans la chambre à peinture. Première des choses qu'on a fait en commençant, c'est qu'on a décontaminé notre surface. Très important, certains goudrons et saletés de rue, lorsqu'ils vont coller dans un papier sablé, c'est souvent ça qui va faire qu'on va jeter notre papier sablé très rapidement parce qu'il va se retrouver tout gommeux avec tous les déchets qu'on retrouve dans le chemin. Fait qu'on a commencé, première des choses, on a décontaminé avec un lavage final. Système OSP, c'est un papier sablé fait à base de mèches. C'est tous des petites bandes de tissu qui sont tressées ensemble avec une poussière d'aluminium pour aider à sabler beaucoup plus longtemps. Et la mèche, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'il n'y a pas meilleur pour faire une aspiration de poussière. Premier sablage au numéro 1. On voit ici le début du dessin un peu. C'est ce qu'on appelle la coupe, en fait. On va commencer à créer un dégradé avec la forme que la bosse nous a créée. Ce que je suis venu faire présentement, comme je vous disais, faire la coupe, c'est d'aller faire l'échelle entre mon fini final, mon fini d'origine, mon primer, en fait, mon premier après, et après ça, le petit, le e-coat qu'on appelle, c'est un fini au zinc très souvent, directement sur l'acier, en fait, qui est un traitement de métaux que les concessionnaires font d'origine. Il faut vraiment s'assurer de les voir toute la gang en étage. Donc là, on commence encore avec un numéro 1. Est-ce que vous désiriez sabler? Ouais. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être de pratiquer des X.
On s'en va d'un côté comme ça, puis après ça, on va aller redéfendre nos lignes de l'autre côté. Les lignes vont être un peu moins présentes étant donné qu'on est orbital. C'est ça. Comme là, présentement, là, on commence à voir que les aciers commencent à ressortir de chaque côté de mon patch de polyester. Et j'ai encore un creux ici, ce qui veut me dire qu'ici, normalement, il m'en manquerait. Je suis un petit peu trop bas encore. On va l'aplanir au complet pour vous montrer les autres étapes après. Presque tous les manufacturiers de peinture automobile, le numéro 2, ils approuvent d'appliquer leur primer bâtisseur là-dessus. Fait que tout ce que je fais présentement, c'est courir après mes petits dessins noirs. Je veux enlever mes graphings du numéro 1. Le numéro 2 est parfait pour mettre l'après. Mais au contour, c'est un petit peu rough qu'est-ce qui est là, parce que ce qui va se retrouver ici, c'est les oversprays, le brouillard salin que le primer bâtisseur appliqué au fusil va me créer. Bien, ce petit brouillard-là se doit d'être déposé encore dans quelque chose de sablé. S'il se dépose sur le lustré, quand on va commencer à le sabler, il va commencer à décrocher, qu'on appelle, puis ça va être presque impossible d'aller faire une coupe qui vient à rien. À partir du numéro 3, on va utiliser ce qu'on appelle une interface. Une interface, qu'est-ce que ça va créer, en fait? C'est que le pad va être moins dur et il va épouser beaucoup plus les formes. Avant de passer mon numéro 3, je m'applique encore une couche guide pour savoir où sont mes graphings. J'ai du numéro 2 sur ma réparation. J'ai un numéro 3 où les oversprays de primer vont pouvoir se déposer. On a le choix de commencer au numéro 3 pour aller shaper un peu le dessus de notre primer. Comme je vous expliquais sur le numéro 4, très facile d'aller appliquer un scellant, utilisé dans presque toutes les compagnies de peinture. Mais mon numéro 4, il vient avec déjà une interface de monter dessus avec un fond. Après l'atelier de sablage avec les jeunes, Jean-Philippe nous explique un petit peu en quoi consiste son métier. C'était tout le système 1, 2, 3, 4 que Mirka a inventé pour raccourcir le temps puis descendre les inventaires que les carrossiers ont. Avoir le moins possible de sortes de sablés pour s'assurer aussi que dans une shop de carrosserie, chaque individu fasse la même chose pour que le résultat soit pareil pour tout le monde. C'est un petit peu ça que j'ai résumé un peu avec les grandes lignes qu'on a faites présentement là. Que ce soit une bosse faite avec un polyester comme ça ou tout simplement une préparation de pièces, c'est le système 1, 2, 3, 4 qui va être le plus rapide pour arriver à ses fins. L'aspiration de poussière, qui est de plus en plus populaire, mais pas encore assez. On veut le faire véhiculer beaucoup et surtout montrer aux jeunes à commencer tout de suite à travailler avec l'aspiration de poussière pour que plus tard, ce soit normal et que ce soit demandé dès qu'ils travaillent sur une voiture. La poussière en carrosserie est un fléau autant pour le travail qu'on fait, le résultat qu'on va avoir quand il y a beaucoup de poussière. Souvent, les finis vont être un peu moins beaux. Au lavage, à la fin, dès qu'il y a beaucoup de poussière, c'est là que c'est beaucoup plus long. Et après ça, le plus important, c'est tout l'univers autour dans lequel on travaille. Quand c'est plein de poussière, premièrement, c'est pas santé du tout. Puis deuxièmement, ça rend la job beaucoup moins agréable. De travailler proprement. Regardez, j'en ai un petit peu de poussière présentement sur moi. Je viens de sabler une porte, j'ai passé mes mains dessus 2-3 fois. Si ce n'était pas le système d'aspiration, ce serait 100 fois pire que ça. Plus en plus on a des belles voitures, plus en plus on a de la modification à faire. La pieuvre nous explique la position du moteur sur le frein. Un matin, on a pris un vieux bloc qu'on avait au garage chez nous pour figurer à peu près où ce qu'allaient passer les headers, puis à savoir justement, parce que c'est des headers qui sont courts. Vu que l'auto va être bien basse de terre, on a pris des headers bien courts pour être capable de faire virer la ligne d'exhaust tout de suite à la sortie du moteur. Donc là, pour s'assurer que tout passait, à matin, on a mis un vieux moteur avec une vieille transmission vide pour essayer de configurer tout ça. T'sais. Puis vois-tu, en faisant ça ce matin, on s'est aperçu qu'il y avait des composantes qu'on ne pourrait pas mettre là parce que justement, là, c'est pas adapté pour ce type de modèle de char-là. Là. C'est trop serré là, le devant. Là. Ça fait que pour la portion moteur, le fait qu'on l'ait mis là, c'est surtout pour prendre des mesures puis s'assurer que tout allait passer un coup que tout est peinturé. C'est pas le temps de commencer à fitter quand tout est peinturé. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'était l'heure. La crémaillère qui a été commandée ne fonctionne pas avec ce type de moteur. La pieuvre nous explique pourquoi et quelle crémaillère est la meilleure.
Oui, bien c'est ça quand je te disais qu'il y a une pièce qui ne fait pas. Normalement, on est fort sur le Mustang 2. Parce que c'est des crémaillères qui font à peu près sur n'importe quoi. Sauf que là, sur une chevelle comme ça, c'est beaucoup trop serré avec un gros bloc en plus. C'est serré d'origine, fait que quand tu arrives pour fitter ça, ben, fait que Flaming River font, c'est une compagnie américaine là, qui fait des crémaillères spécialement pour des chevelles 67. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va retourner notre crémaillère qu'on avait, puis on va commander celle qui fait là direct. Là. Je dis qu'il fait là direct, ça fait jamais là direct, mais en tout cas, on va être plus proche que ça fasse qu'une Mustang 2, mettons. Après la position du moteur, la sorte de crémaillère et vient la transmission. La pieuvre nous explique comment se fait l'installation. Non, c'est ça, ben là, après ça, ben, le fait qu'on a mis une transmission vide en dessous, c'est un case de 700 R4. Autrement dit, c'est le même case qui va aller sur la voiture. Fait que là, on s'est assuré que le cross-member en dessous, autrement dit, le support à transmission allait être à la bonne place, puis que ça allait bien faire justement quand tout allait être peinturé. Là. Fait que ça a été quand même assez rondement, assez facile. Là, on s'est aperçu aussi qu'il fallait lever le moteur un peu, parce que les headers sont trop serrés. Donc là, ben, on s'est fait des petites plates. Là. Les jeunes ont tout tracé ça avec le plasma, ils ont passé des trous. Fait que là, il va nous rester à le rassir là, pour être sûr qu'on a la clairance qu'on veut avoir. Si c'est pas assez serré, ben, on va répéter encore pour se faire des chimes. Tu sais, pas mettre des chimes par-dessus des chimes. Là. C'est quand même le moteur, là. Il ne faut pas qu'il vire dans le trou. Il faut que ça soit bien fait. Fait que là, ben, les jeunes prennent le temps de le faire, ils sont minutieux, fait que ça fait bien. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est enligné dans l'engin. Parce qu'à un moment donné, la carrosserie, ça va rondement. Là, je veux dire, on va tomber sur la finition, puis après ça, fait qu'il fallait s'assurer que tout ça avait de peinturer notre frame, on est sur la veille, tu sais, fait que ça se referme, fait qu'il fallait être sûr que le moteur, tout ça, il s'accroche avant de continuer, là, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, la portion de tuning d'aujourd'hui, c'était ça, s'assurer que tout passait avec les gars, puis les jeunes, tout ça, puis... Mais là, ça va bien. On va être encouragés. Comme vous le savez bien, cette restauration sort de l'ordinaire. Christian Lajeunesse nous explique les modifications apportées à l'intérieur de la porte fait à la main. Dans le fond, ça, les intérieurs de porte, vu qu'on fait une chevelle resto mode, donc on veut lui donner une touche plus moderne, l'intérieur de la chevelle va être complètement rouge. Comme on avait déjà dit, rouge vif. Le tapis, on l'a acheté, le tapis puis la voûte à l'intérieur. Les bancs, ça vient d'une Camaro 2014 SS. Fait que les bancs vont être recouverts en cuir rouge par Mario Huot, Mario Huot, notre confrère rembourreur. Les intérieurs de porte, ici, on a récupéré une partie de la Camaro 2014, la partie centrale avec les boutons. Les boutons pour les vitres et les door locks, l'appui-bras. Le restant, bien, ici, comme vous voyez, on le moule avec un genre de styrofoam puis de mousse uratane. Suite à ça, on va mouler l'intérieur de porte en fibre de verre. Ça va être recouvert de cuir rouge par Mario. Fait que ça va faire un intérieur de porte custom, de fabrication artisanale, là, puis avec une petite touche moderne. On va venir chercher... ça va ressembler un peu à l'intérieur de la Camaro, mais un petit peu modifié. Après avoir recalisé le réservoir à essence, la pieuvre nous explique en quoi consiste son bouchon, où le placer et comment il fonctionne. Oui, bien ça, c'est des bouchons qui vendent aftermarket. C'est des pushs là, que tu pèses pour faire ouvrir la trappe. Puis par la suite, ben, tu n'as pas de bouchon. Ton gun à essence rentre directement dans le trou. T'sais. Fait que ça empêche les senteurs dans l'auto. Puis c'est nouveau, ça vient de sortir. Puis là, bien, ce qu'on fait, nous autres, vu qu'on relocalise le bouchon à essence sur le char, on a passé un trou à l'extérieur, carrément en arrière du véhicule. Puis on a chevé aussi la serrure pour ouvrir le coffre. Donc là, ça nous donnait plus d'espace parce que c'est quand même une bonne boîte, tu sais. Puis là, la tank à gaz, vu qu'elle est dans le coffre, bien, la sortie est exactement à la bonne place en dedans pour faire un neck qui va aller dans la tank à gaz. Donc, il est comme ça, il est très bien situé. Sauf que là, bien, le problème qu'on a, c'est que quand tu passes un trou de 3,5 pouces comme la trappe à là, bien, à l'extérieur, si elle n'est pas collée, elle ne rouvrira pas, tu sais, parce que ton trou n'est pas tout à fait assez grand. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est que ça fasse comme une continuité. Autrement dit, le derrière d'une Chevelle 67 comme ça, c'est un petit peu en pointu. Donc là, il faut que notre bouchon à gaz soit en pointu. Mais lui, il est beaucoup trop loin. Fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y en enlever une petite partie à lui pour se donner de l'espace. Puis on va venir rappliquer notre tu l'as-tu? Le petit cap? Ah. On va venir rappliquer ça par-dessus pour lui donner l'angle. Hein, comment il fait comme une banane un peu, là.
Fait que ça c'est l'angle du char, c'est le morceau du char. Fait que là, on va venir le réappliquer par-dessus ça ici. Fait que c'est ça qui va faire que mes compagnes sur le piton, ben, tu sais, ta trappe, elle va ouvrir en même temps, là, tu sais. Fait que je sais pas que ça aurait été une grosse affaire à leur faire en nœud, là, tu sais, parce que c'est vraiment plié bizarre, là, mais vu qu'on l'a, on va s'en servir. Pour s'assurer que la voiture est bien solide, Marie-Christine nous explique la pièce qu'elle a faite pour renforcer les ailes arrière. Bien, moi, dans le fond, je suis en train de changer un morceau au niveau du renforcement de l'aile. C'était vraiment tout pourri, rouillé. Il restait même plus de tôle à des endroits. Donc, j'ai complètement refait la pièce. Puis c'est ça. Là, dans le fond, on va venir la souder. Puis c'est pas une job qu'on va voir nécessairement. Sauf que c'est important que ça soit bien fait pour que ça roule, dans le fond. C'est ça. Oui, ça, il me manquait il y avait des trous de rouille à des places. Puis, il fallait changer ça, là, dans le fond. Deux tuners nous expliquent ce qu'ils ont fait dans le garage aujourd'hui et nous donnent leur impression sur l'atelier de sablage. Bon, aujourd'hui, au début de la journée, on a posé le moteur en avant du char. Puis cet après-midi, on a soudé le dessous du char là, avec le coffre. Puis après ça, on a soudé le derrière du char. Puis avec le buffer, on a enlevé les bosses de la soudeuse. Oui, c'était très intéressant parce que pour nous savoir comment sabler, c'est une nouvelle machine, fait que c'est le fun. Dans le fond, c'était correct. Là. J'ai appris des choses, mais j'en savais déjà un peu. Là. Puis j'ai fait le plastique aussi, puis ça m'a fait pratiquer. Là. Puis sinon, c'était correct. Là. Ça allait appris aux autres ce qu'il fallait faire. Puis, de toute façon, le gars il va sûrement revenir pour nous parler comment on polie. Là. Fait que, ouais, c'était un petit peu ça. Là.